micro fonctionne, visiblement. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier de votre présence ce matin à l'occasion de la publication de l'Autorité de régulation des transports de la deuxième édition de son rapport sur l'économie des concessions. Je voudrais donc vous saluer très, très chaleureusement et vous souhaiter en même temps des vœux de bonnes et heureuses années. En fait, c'est notre cérémonie des vœux d'une autre forme. Et je veux le faire de façon très, très collégiale, puisque notre collège est réuni, et c'est un collège très collégial, puisque nous n'avons plus de président depuis maintenant à peu près 6 mois, et que nous fonctionnons sans président. Nous sommes donc les 4 vice-présidents, et nous allons d'ailleurs, dans notre expression, nous répartir un petit peu le rôle. Je vais faire plus ou moins l'introduction avec un peu plus, et puis chacun prendra un secteur du rapport pour vous en faire la synthèse, et nous ferons de même après, s'il y a des questions après nos présentations, eh bien nous répondrons d'abord ceux qui évidemment auront présenté la partie concernée, mais le cas échéant, je me permets aussi de dire qu'éventuellement nos services pourront intervenir, puisque à la fois le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, le directeur qui suit ces dossiers sont tous présents. Donc nous allons là aussi répondre de façon très collégiale. Alors le 1er février prochain, cela fera 7 ans que les autoroutes concédées sont entrées dans le champ de compétences de l'autorité. Le rôle de l'autorité dans ce secteur est atypique. En premier lieu, c'est la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, la fameuse DGITM, au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui assure la gestion et le contrôle des concessions autoroutières. Ce n'est pas l'ART. Celle-ci est responsable en particulier du suivi, je parle cette fois-ci de la DGITM, celle-ci est responsable en particulier du suivi et de l'évolution des contrats au jour le jour, s'assurant par exemple que le concessionnaire remplit ses obligations et valide annuellement les hausses des péages. L'autorité, quant à elle, exerce une mission singulière, dont je n'évoquerai que 2 aspects aujourd'hui. D'une part, elle répond aux sollicitations du concédant, donc de l'État, qui doit la consulter pour avis dès qu'elle envisage une modification des contrats ayant une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée des concessions. Et si je le dis de façon aussi explicite, c'est que parfois nous sommes évidemment sur ces sujets à nous interroger s'il eût fallu nous concerter ou pas. L'autorité éclaire ainsi le concédant dans le déroulement des négociations. Deuxième chose, d'autre part, l'autorité est chargée d'améliorer la connaissance générale du secteur en publiant différents rapports. Tel est le cas notamment du rapport sur l'économie générale des concessions que l'autorité doit établir au moins une fois tous les 5 ans et qui fait l'objet de cette conférence de presse. Le rapport que publie aujourd'hui l'autorité est le 2e de ce type. Il ne s'agit plus, comme en 2020, dans le premier rapport, d'expliquer le modèle français des concessions autoroutières. L'objectif de ce premier rapport était avant tout d'éclairer le débat sur un secteur faisant régulièrement l'objet de controverses, notamment en soulignant les particularités du modèle économique des concessions d'autoroutes françaises. La priorité en ces débuts d'année 2023 est différente. Entre 2031 et 2036, les 7 principales concessions, soit plus de 90% du réseau concédé, arriveront à leur terme. Un peu moins de 10 ans nous séparent donc de cette échéance, soit une durée particulièrement courte au regard du nombre et de l'ampleur des chantiers à conduire pour préparer la fin des contrats de concession. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas attendre 5 ans pour publier un second rapport et proposer des recommandations dans la perspective de cette échéance. Du point de vue de l'autorité, l'ampleur des travaux associés à la fin des concessions historiques ne doit pas être sous-estimée et les travaux doivent être engagés dès à présent, nous semble-t-il, pour mener à bien ce chantier de grande ampleur. D'abord, il faut s'assurer du bon déroulement de la fin des concessions en cours. Comme je disais, environ 10 ans.
2031-2036. Concrètement, ce sont des chantiers multiples, divers et souvent complexes. Les trois principaux chantiers à conduire, qui n'épuisent pas la liste, sont les suivants. Premièrement, recenser l'ensemble des investissements prévus dans les contrats pour s'assurer qu'ils soient bien réalisés avant leur échéance. Ça semble évident, mais c'est bien de le dire. Deuxièmement, comme l'autorité l'indiquait dans son rapport de 2020, définir clairement la notion de bon état pour les biens de retour afin de chiffrer les travaux associés et de mettre en œuvre le programme correspondant. Et troisième chose, concevoir le plan de continuité du service, ce qui n'est pas rien. S'il faut gérer la transition, il convient aussi de préparer la période suivante. À cette fin, il est impératif de poser sereinement les termes du débat sur différentes questions qui, là aussi, sont variées et rarement simples. On pense d'abord au choix du futur modèle d'exploitation. Poursuite des concessions, nouvelles formes de partenariat public-privé, mise en régie. Mais il faudra aussi s'interroger sur l'éventuel redécoupage géographique du réseau autoroutier, ainsi que sur le choix de la durée et sur les conditions d'attribution des éventuels nouveaux contrats d'exploitation. Il sera également nécessaire d'examiner les nouveaux investissements à réaliser, notamment en lien avec les enjeux climatiques. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Négliger l'étendue de ces travaux serait aujourd'hui une erreur. Ce serait prendre le risque de manquer de temps pour les accomplir dans de bonnes conditions. Or, nous sommes face à une occasion historique de faire évoluer le modèle actuel. Certes, ce modèle ne manque pas d'atouts. La qualité des infrastructures autoroutières concédées, permise par les ressources issues du péage, est reconnue de tous en France et à l'étranger. Mais il présente aussi indubitablement des faiblesses. Une opportunité unique de l'améliorer se profile et elle doit être saisie. C'est dans cet état d'esprit que l'autorité a produit son deuxième rapport sur l'économie des concessions. Elle a souhaité ouvrir la réflexion sur l'avenir du réseau autoroutier concédé en soulevant en particulier, conformément à ses compétences, la question des modalités de régulation du secteur envisageables à l'issue des contrats en cours. Les trois vice-présidents, mes collègues de l'autorité ici présents, Sophie Oconi, Florence Rousse et Patrick Dieu, vous présenteront les grands résultats de ces réflexions. Quant à moi, je voudrais dès à présent et rapidement mettre en avant la méthode retenue par l'autorité pour établir ce rapport. En premier lieu, l'autorité a intégré à sa réflexion les enjeux économiques et environnementaux pour le secteur. Avant de formuler ses recommandations, elle a aussi tenu à faire le point sur le contexte macroéconomique et sur les conséquences de l'impératif climatique en matière d'investissement. Elle tire les leçons de la période que nous traversons, qui nous rappelle combien les perspectives macroéconomiques sont incertaines, et elle prend acte du rôle central que doit jouer le secteur autoroutier pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. En second lieu, l'autorité a choisi de construire ses propositions sous forme de pistes d'amélioration du modèle actuel. Elle a estimé qu'il ne lui appartenait pas de documenter finement les autres modèles de gestion du réseau autoroutier aujourd'hui concédé, au-delà des éclairages européens qu'elle avait pu apporter dans le cadre de son premier rapport EGC. Malgré les controverses qu'il suscite, le modèle actuel comporte sans aucun doute des avantages et l'autorité a fait le choix, plutôt que de partir d'une feuille blanche, d'en proposer des améliorations avec son point de vue de régulateur. Par exemple, elle reconnaît en général les mérites d'un fort transfert du risque vers le concessionnaire. Cela le responsabilise et l'incite à l'efficacité. Je disais qu'elle reconnaît en général, car dans le cas particulier des négociations de gré à gré, conduites dans le cadre de la conclusion d'avenants à des contrats existants, son retour d'expérience montre qu'il n'est pas opportun de transférer certains risques. Car il y a alors pour le concédant ou les usagers plus à perdre qu'à gagner. En troisième lieu, l'autorité s'est attachée à mettre en avant une approche factuelle, précise et transparente.
Le suivi de la rentabilité, par exemple, y est présenté avec le même souci de transparence sur la méthode, y compris ses limites, et avec la même volonté de mettre à disposition l'ensemble des chiffres disponibles sans jugement de valeur. Je précise par ailleurs que l'autorité a procédé à une revue contradictoire du rapport avec les parties prenantes et qu'elle leur a offert un droit de réponse. En quatrième lieu, l'autorité s'est attachée à formuler des recommandations concrètes et lisibles. Alors que la tendance est à la multiplication d'outils comme les clauses d'encadrement de la rentabilité, dont la finalité n'est pas toujours claire et qui tendent à se neutraliser, l'autorité a choisi, en vue de proposer des solutions ciblées, d'expliciter le problème principal que posent les concessions autoroutières de son point de vue de régulateur économique. Ce problème, c'est la durée des concessions qui apparaît trop longue au risque de contraindre le concédant à devoir adapter régulièrement les clauses du contrat aux aléas susceptibles d'intervenir au cours de leur exécution par des avenants négociés avec l'acteur en place plutôt que de faire appel au marché. On a vu que pour chacun des concédants, cela peut avoisiner les 20 avenants pendant la période en question. L'autorité recommande donc à l'avenir de retenir des contrats plus courts que les contrats actuels. Il ressort de nos échanges avec les parties prenantes qu'une durée de l'ordre de 20 ans constituerait un bon équilibre entre le fait d'assurer aux concessionnaires la visibilité nécessaire pour lui permettre d'investir dans le réseau et la remise en concurrence régulière du contrat. À défaut de retenir cette option, l'autorité estime qu'il conviendrait d'encadrer plus strictement leur renégociation puisque celle-ci serait alors fréquente. Le rapport, s'appuyant sur l'expertise et l'expérience accumulées par l'autorité, propose des modalités précises pour cet encadrement plus strict. En tout état de cause, soucieuse de construire une régulation performante au bénéfice des usagers et de la mobilité, l'autorité restera engagée dans les prochaines années pour accompagner l'État de la mise en œuvre concrète de ces propositions. Voilà l'introduction que je souhaitais faire. Nous allons maintenant passer au contenu lui-même et mes trois collègues vont vous les présenter, ces contenus. Et tout d'abord, c'est Sophie Oconi qui va commencer. Merci. Oups, je sais pas si... Non, mais c'est bon, ça, vous m'entendez, je pense, c'est bon. Donc, comme vous l'indiquez, Philippe Richert, l'autorité a souhaité appuyer ses recommandations pour l'avenir de la régulation du secteur autoroutier sur un diagnostic des forces et des faiblesses du modèle actuel. Dans ce contexte, l'autorité a souhaité ouvrir son deuxième rapport sur l'économie générale des concessions par un bilan de son action régulatoire. Ce bilan poursuivait trois objectifs. Le premier de ces objectifs était de quantifier l'impact de l'autorité sur les péages en traduisant ses recommandations en euros économisés par les usagers. Le deuxième de ces objectifs consistait à lister les recommandations que le concédant n'a pas prises en compte pour en comprendre les raisons, pour apprécier les marges de progrès qui demeurent pour l'autorité et pour veiller à une meilleure prise en compte des intérêts des usagers à l'avenir. Et le troisième objectif était d'expliciter la doctrine qu'elle a élaborée au fil de ses avis afin que l'autorité renforce la prévisibilité de ses avis et ainsi contribue à la transparence de ses décisions et à la sécurité juridique de l'élaboration des avenants. Alors l'objectif premier, commençons par l'impact de l'action de l'autorité sur les péages. Depuis 2016, l'autorité a rendu 17 avis sur des projets d'avenant à des contrats de concession. Ils portaient sur divers investissements sur le réseau autoroutier, à la fois des échangeurs, des élargissements, des investissements environnementaux ou encore des opérations destinées à promouvoir de nouveaux usages de la route, comme par exemple les voies réservées au covoiturage. En cumulé, leur financement nécessitait une hausse de péage de plus de 2 milliards d'euros. L'autorité a donc contre-expertisé
dans le détail ces opérations en examinant notamment le montant des investissements proposés, les recettes supplémentaires qu'elles généraient et la rémunération demandée par le concessionnaire. À la suite de cet examen, elle a proposé des ajustements pour équilibrer les projets d'avenant et ainsi apporter une aide au concédant dans sa négociation avec les sociétés concessionnaires. Grâce à ces avis, les usagers bénéficieront d'une économie de péage de plus de 300 millions d'euros, soit 15% des hausses initialement envisagées par le concédant. Après avoir consulté l'autorité, le concédant a révisé ses projets sur deux aspects. D'une part, il a procédé à une correction du paramétrage économique et financier des avenants. Cette correction représente 58% des économies réalisées. L'autorité avait en effet établi que les hausses de péage envisagées étaient trop élevées au regard des investissements prévus. Il s'agissait souvent de situations pour lesquelles les coûts de construction étaient manifestement surestimés ou bien la rémunération du concessionnaire apparaissait trop importante. D'autre part, le concédant a retiré du périmètre des avenants certaines opérations. Cette réduction du périmètre des opérations compensées par des hausses de péage représente 42% des économies réalisées. Elle a notamment concerné des aménagements pour lesquels l'autorité avait apporté la démonstration qu'ils étaient déjà prévus au contrat et ne devaient par conséquent pas donner lieu à une nouvelle compensation des concessionnaires. Ces opérations seront ou ont déjà été réalisées par les sociétés, mais sans hausse de péage dédiée. L'objectif 2, en réalisant ce bilan, l'autorité a constaté que ces recommandations n'étaient pas toujours prises en compte par le concédant. D'une part, l'autorité a parfois appelé à des baisses de péage plus importantes que celles qui ont finalement été mises en œuvre. En particulier, selon ces analyses, la croissance prévisionnelle des trafics et donc des recettes est souvent sous-estimée dans les avenants qu'elle examine, ce qui aboutit au risque de surcompenser le concessionnaire. D'autre part, le concédant s'est généralement montré réticent à suivre les analyses de l'autorité lorsqu'elle contestait le bien fondé ou les conditions du financement de certains aménagements par une augmentation des péages sur le périmètre des concessions existantes. Deux exemples l'illustrent. Le premier de ces exemples concerne le contournement ouest de Montpellier, nous appelons le COM. Le concédant a choisi de procéder à l'adossement de cet aménagement, à la concession ASF et de le faire financer par l'ensemble des usagers de cette concession, alors que l'autorité l'invitait à procéder différemment. Par ce choix, le concédant s'est privé des bénéfices de la concurrence, car un appel d'offres concurrentiel aurait probablement permis de faire baisser les coûts. Et puis, il a aussi choisi de faire porter le coût de cette opération à l'ensemble des usagers de la concession ASF à travers une hausse des péages généralisés, alors même qu'une large majorité d'entre eux, de ces usagers, n'en bénéficient pas. Le deuxième de ces exemples porte de façon générale sur l'appréciation de l'intérêt pour les usagers qui s'acquittent du péage des investissements contractualisés. Les éléments transmis à l'autorité par le concédant, lorsqu'il sollicite son avis sur un projet, sont souvent succincts, si ce n'est inexistants, si bien qu'il est généralement impossible de comparer les coûts et les bénéfices des opérations envisagées, et donc de statuer de manière objectivée sur leur utilité, que ce soit pour l'usager du réseau autoroutier concédé en particulier ou pour la collectivité en général. Dans le cas où l'autorité a émis des doutes sur l'intérêt pour les usagers de ces opérations, force est de constater que le concédant n'a pas tenu compte au moment de la contractualisation. D'un point de vue de l'autorité,
tenir compte des recommandations du régulateur permettrait de limiter les hausses de péage pour les usagers du réseau routier concédé à ce qui est strictement utile et nécessaire. L'objectif 3, c'est pour cela notamment qu'il a semblé important à l'autorité de partager la doctrine qu'elle a pu élaborer au cours de ses analyses. Je n'entrerai pas ici dans le détail de cette doctrine, qui est l'aboutissement d'un travail de spécialistes que je salue ici. Mais je voudrais illustrer sur le thème de la contre-expertise des coûts d'investissement. Un exercice difficile mais nécessaire. Difficile car le coût d'une opération de travaux est soumis à des aléas particulièrement importants. Nécessaire car le coût d'investissement est un paramètre déterminant dans le calcul de la compensation du concessionnaire prévu par l'avenant, qui ne peut être laissé à sa seule appréciation et doit pouvoir être évalué de manière contradictoire en l'absence de tout mécanisme concurrentiel. Dans un souci de transparence et de dialogue, l'autorité a choisi de rendre compte de son approche. Elle présente les données sur lesquelles elle s'appuie, elle documente la manière dont elle les exploite pour apprécier les coûts d'investissement. Enfin, elle formule des recommandations pour qu'à l'avenir, les données fournies par les concessionnaires lui permettent de mener son analyse avec un degré de confiance maximal. Il s'agit là d'un fil rouge de ce rapport, s'appuyer sur le retour d'expérience pour identifier les pistes d'amélioration pour le secteur autoroutier. Alors je passe la parole à ma collègue Florence Rousse, qui va encore illustrer ce dernier point en vous restituant les travaux de l'autorité en matière de suivi de la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Je vous remercie. C'est automatique. Merci beaucoup, Sophie, pour m'avoir passé la parole. Et en effet, je vais vous restituer des travaux sur ce qu'on appelle la rentabilité des concessions, ou TRI, taux de rentabilité interne des concessions autoroutières. Alors, c'est un terme un petit peu barbare, mais si vous vous rappelez, nous avions, en 2020, édité un premier rapport sur les sociétés autoroutières qui, en fait, avait une partie très importante qui décrivait un petit peu ce que c'est que ce taux de rentabilité interne des concessions autoroutières et comment on le calcule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi a donné mission à l'ART, c'est une mission imposée par la loi, de faire ce calcul pour l'ensemble des sociétés autoroutières et de le tenir à jour tous les 5 ans via un nouveau rapport. Donc, je ne vais pas revenir sur les modalités de ce calcul, évidemment. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que comme nous avons fait ce travail préalable, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'exploiter, en fait, les résultats de ce travail dans la perspective de préparer les concessions futures. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà vous donner un petit peu le calcul tel qu'il ressort aujourd'hui en 2021, mais également vous indiquer comment, finalement, ce calcul peut permettre des analyses de sensibilité qui peuvent vraiment éclairer utilement les choix futurs. Alors, en 2021, le taux de rentabilité interne des concessions autoroutières, donc c'est ce qui mesure, pour résumer, la rémunération des capitaux qui sont investis, incorporés dans les péages. Et ça, c'est à partir des plans d'affaires des sociétés telles qu'elles les avaient fait au début. Et c'est un taux qui est mesuré à l'échéance des concessions. Et donc, il s'établit à 7,8% pour les concessions historiques et à 6,3% pour les concessions récentes. Bon. Donc, on a le taux pour 2021. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment il a évolué depuis 5 ans, puisque donc il y a un peu un système où tous les 5 ans, on regarde. Donc, on a regardé comment il a évolué entre 2017 et 2021. Alors, comme vous savez, évidemment, c'est une période qui a été extrêmement chahutée avec la crise Covid.
Et les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ont pas été épargnées par cette crise. Et donc, sur les autoroutes, en fait, on a enregistré une baisse de 22% des trafics autoroutiers depuis 2020. Et ce qu'on observe du premier résultat des travaux de l'autorité, c'est que la rentabilité des concessions autoroutières n'a connu finalement qu'une baisse très modérée entre 2017 et 2021, malgré les effets de cette crise. Et plus exactement, il y a une première période. Alors ici, le schéma ne concerne pas l'ensemble des concessions, mais c'est les concessions historiques. Donc vous avez une première période 2017-2019 avec une augmentation de 0,16% de 2017 à 2019, et ensuite une baisse donc liée à la crise de 29%. Donc vous constatez que c'est relativement faible, et ce qui montre qu'en fait le TRI est extrêmement robuste en fait aux aléas conjoncturels. Et ça c'est intéressant à savoir, c'est-à-dire qu'un TRI ça se calcule sur l'ensemble de la durée d'une concession. Donc quand vous avez des événements dommageables ou au contraire très favorables sur une durée ponctuelle, ils n'ont qu'un effet très réduit en fait sur la rentabilité globale de la concession. Donc ça c'est un premier résultat. Alors au-delà de ce constat global, donc on a essayé d'aller plus loin dans ce rapport. On s'est dit, puisque maintenant on a cet outil, on va essayer de l'utiliser pour tester des clauses qui sont aujourd'hui dans les contrats de concession autoroutière et voir comment finalement ces clauses jouent en fonction de tel ou tel état des lieux ou tel événement. Et on l'a fait en fait sur trois clauses, on a fait 3 études de cas. Et on pense que ces études de cas, donc vous allez voir, en fait, ça permet de questionner, en fait, finalement, cette clause du contrat. Est-ce qu'elle était pertinente? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Comment est-ce qu'elle pourrait être améliorée? Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt de ces 3 études de cas. Alors, la première étude de cas concerne les modalités d'indexation des tarifs, autrement dit, des règles relatives aux augmentations annuelles des péages. Alors, on observe que celles-ci ne sont pas neutres, évidemment, pour le niveau de rentabilité. Aujourd'hui, par exemple, le contexte inflationniste est favorable aux concessionnaires, et nous avons calculé, parce que les recettes des concessionnaires augmentent davantage que leurs charges lorsqu'il y a une inflation forte, du fait d'une clause qui permet en fait aux sociétés de répercuter un certain pourcentage de l'inflation dans les recettes. Et inversement, les charges augmentent moins fort que les recettes dans ce cas-là. Ce qui fait qu'on a calculé que, par exemple, avec l'inflation actuelle et celle de l'année suivante, donc sur 2 ans, puisqu'on est dans une période d'inflation, ceci pourrait procurer un gain cumulé aux sociétés autoroutières, évidemment à la fin des contrats, de l'ordre de 5,4 milliards d'euros courants. Alors, il faut être prudent. Ça ne veut pas dire qu'il y a un déséquilibre des contrats en faveur du concessionnaire, puisque, en effet, si au contraire l'inflation est très faible et très inférieure aux prévisions, inversement, le concessionnaire est perdant. Donc, néanmoins, ça montre, cette analyse de sensibilité, que dans le cadre de futurs contrats, il serait probablement souhaitable de réinterroger cette clause d'indexation des péages sur les indices de coûts, ou du moins de la calibrer différemment. Alors, je passe maintenant à la deuxième étude qu'on a faite. On a calculé l'effet des évolutions fiscales. Alors, sur la fiscalité, on a pris un premier exemple, qui est la taxe d'aménagement du territoire. Vous savez que cette taxe d'aménagement contribue d'ailleurs, elle est spécifique aux sociétés d'autoroutes, et elle contribue assez largement en fait au financement de l'Agence de financement des infrastructures, et notamment du mode ferroviaire. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans le niveau du péage, sur 10 € de péage, vous avez quasiment 4 € de taxes et de fiscalité diverses, dont cette taxe d'aménagement du territoire, mais aussi l'impôt sur les sociétés, etc. Bon. Alors, depuis la loi de finances pour 2020,
la taxe d'aménagement du territoire acquittée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes est indexée sur l'inflation. Les concessionnaires d'autoroutes ne sont pas d'accord. Ils estiment que leur contrat les protège contre ces évolutions fiscales et qu'ils devraient bénéficier d'une compensation. Alors, nous ne traitons pas ce point-là, qui est soumis au juge et qui sera tranché par le juge. Par contre, ce qu'on a regardé, c'est quel est l'impact finalement de cette taxe d'aménagement territoire et de son évolution sur le taux de rentabilité interne des concessions autoroutières. Et donc, ce qu'on a établi, c'est que donc les charges supplémentaires cumulées sont de l'ordre de 280 millions d'euros, ce qui représente une baisse du TRI de 0,02%, ce qui paraît faible. Alors, les 882 millions d'euros, c'est à échéance des concessions. Tout est rapporté, en fait, avec une répercussion à échéance des concessions. Donc, tous les calculs sont alignés, en fait, et sont harmonisés de ce point de vue-là. Donc, ces charges supplémentaires, elles sont importantes, mais on voit là aussi que l'effet sur le TRI est relativement faible. On peut aussi mettre au regard l'impact financier de cette indexation sur d'autres évolutions en sens inverse de la fiscalité, notamment la fiscalité générale. La réduction progressive de 2018 à 2022 de l'impôt sur les sociétés a entraîné pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes historiques un gain cumulé de 7,9 milliards d'euros, pareil, à échéance de fin des contrats. Ça correspond à une augmentation de la rentabilité des autoroutes de 0,2%, c'est-à-dire 10 fois supérieure à la baisse liée à l'indexation de la taxe d'aménagement du territoire. Là encore, il faut rester très prudent. Il y a un transfert de risque. Donc, il y a eu des périodes aussi où les sociétés d'autoroutes ont connu des augmentations significatives de l'impôt sur les sociétés. Simplement, ça montre un peu cette sensibilité assez forte, finalement, de ces facteurs exogènes. Et également le fait que, dans certains cas, suivant la clause qui est choisie, ça peut conduire à des effets d'aubaine. Et donc, ça mérite d'être vraiment réinterrogé, analysé dans le cadre des futurs contrats. Le troisième enseignement, qui en fait qui correspond à une troisième étude ou à un troisième calcul qu'on a effectué, simulation, c'est que vous savez qu'en 2015, parallèlement à la conclusion du plan de relance autoroutier, le concédant a introduit 2 clauses nouvelles destinées à plafonner la rentabilité des concessionnaires, ou plus exactement, à plafonner le chiffre d'affaires cumulé à fin des concessions. Puisqu'en échange de l'allongement, l'idée c'est que le chiffre d'affaires cumulé à fin des concessions ne peut pas dépasser un certain niveau. Donc vous avez 2 clauses, une clause qu'on appelle dite de durée endogène, qui prévoit qu'en cas de revenus supérieurs aux prévisions, revues cumulées bien sûr, les contrats s'achèvent de façon anticipée. Et puis, une clause dite de péage endogène qui prévoit, en cas justement de dépassement de ce plafond de chiffre d'affaires, qui prévoit une atténuation de la hausse des péages. Alors, on a simulé en fait l'effet de ces clauses et on a remarqué que la clause de durée endogène avait une probabilité de déclenchement à peu près nulle, et que d'autre part, la clause de péage endogène, elle, par contre, elle a une probabilité de déclenchement qui n'est pas nulle du tout, mais par contre que son effet, finalement, en termes d'efficacité, est très faible. Et donc ceci, en fait, montre également que, finalement, lorsqu'on veut faire des clauses d'encadrement, des clauses de sauvegarde, c'est extrêmement important, en fait, de pouvoir jauger, finalement, l'efficacité de ces clauses. D'abord, de cibler quel effet on en attend, et d'arriver à mesurer en fait l'efficacité ou la probabilité de ces clauses. Donc, en résumé, à partir de ces 3 exercices, je pense que vous voyez que, d'une part, que appréhender l'équilibre économique d'un contrat de concession, ça peut paraître simple, c'est en fait un exercice extrêmement difficile parce qu'il s'apprécie sur la durée, et souvent une très très longue durée, et il est soumis à de nombreux aléas. Et d'autre part, ça vous montre que on a maintenant, aujourd'hui, les moyens, en tout cas à l'ART, on estime qu'on a progressé et qu'on a les moyens de se doter en fait d'un outil et de compétences nécessaires pour pouvoir justement éclairer les choix d'avenir en faisant des tests de sensibilité, en faisant un peu
pros and cons des différentes clauses. Et on est à disposition, évidemment, du concédant pour l'aider, s'il le souhaite, dans ces réflexions. Et ce rapport a pour objet, essentiellement, en fait, de fournir, finalement, des éléments de réflexion. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Patrick Vieux, qui, lui, va prolonger, en fait, ces premiers éléments, un peu, vous voyez, ces éclairages, un peu des petits spots à droite, à gauche, que je vous ai donnés. Il va prolonger ça par des questionnements plus généraux et la prise en compte des principaux enjeux des concessions futures de façon beaucoup plus globale et large. Merci. 1, 2, oui, ça marche. Merci Florence, bonjour à tous. À toutes et à tous, pardon. Oui, je vais effectivement essayer de vous tracer quelques éléments de prospective. Philippe Richert l'a dit en introduction, l'un des enjeux pour l'État, c'est de se projeter dans l'avenir et d'essayer de repenser le modèle des sociétés d'autoroutes tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et si nous nous préoccupons de ce sujet en tant que régulateur, c'est que nous considérons que les chantiers à mener, à engager, sont extrêmement nombreux, à la fois pour ménager la fin, préparer la fin des concessions actuelles, c'est toute la réflexion sur le bon état du réseau, la remise en bon état du réseau, et puis préparer évidemment l'après, c'est-à-dire le nouveau modèle qui implique toute une série de décisions, de paramètres sur lesquels nous considérons que l'État doit se mobiliser assez vite. Nous savons que la fin des contrats est programmée pour dans moins de 10 ans. 10 ans, quand on pense aux autoroutes, c'est très peu. Et quand on fait un rétroplanning, au fond, des chantiers à mener d'ici là, quand on connaît la complexité des procédures et de l'organisation de l'État, on sait que le temps, d'ores et déjà, est compté pour mener à bien ces chantiers dans les délais prévus par la fin des contrats historiques actuels. Alors, évidemment, pour cette réflexion sur les chantiers, elle suppose de prendre en compte un certain nombre d'éléments conjoncturels, d'éléments de contexte. Il y en a deux qui nous paraissent mériter attention. La première, c'est les incertitudes sur la conjoncture économique, macroéconomique. Vous avez tous en tête la question de l'inflation, de l'évolution des péages, dont je pense que vous ne manquerez pas de nous interroger sur la question, ainsi que toutes les problématiques liées, au fond, au pouvoir d'achat des ménages et à ce que ça suppose en termes d'acceptabilité du péage. Je rappelle quand même que l'histoire du secteur autoroutier, elle s'est beaucoup fondée sur cette question-là, sur cette notion d'acceptabilité, de service rendu et de contrepartie. Et puis, deuxième point d'attention, évidemment, mais qui est à plus long terme, c'est celui de la transition écologique, l'impact climatique des autoroutes. Nous savons tous que le secteur des transports, c'est le mauvais élève de la classe en termes de réduction des gaz d'émissions à effet de serre. Et quand on dit secteur des transports, on pense évidemment à la route, principalement, et donc au secteur autoroutier. Donc il est inimaginable que le secteur autoroutier ne prenne pas toute sa part, et si possible rapidement, à ces enjeux, à faire ces actions en faveur de la transition écologique. Alors, le fait est que l'anticipation sur la question de la transition écologique implique de répondre à toute une série de questions qui sont des questions d'ordre technique et qui se posent d'ores et déjà. La nature et le volume des investissements qui restent à réaliser ou qui sont à réaliser. À quel rythme faut-il poursuivre le déploiement des bornes de recharge électriques, ce qui dépend évidemment du taux d'équipement des ménages en véhicules électriques. Comment accompagner la décarbonation des poids lourds. Quelles infrastructures pour accompagner les nouveaux usages, en particulier par exemple le covoiturage, les bus au niveau de service ou des bus en site propre, etc. Ces questions donc, sont cruciales, je le disais, parce que précisément le secteur des transports est attendu au tournant, si je puis dire, sur ces sujets, et que les questions dont je parle là doivent être appréhendées dès maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la fin des contrats historiques, des 7 contrats dont on parlait tout à l'heure, pour commencer à se préoccuper de la transition écologique du secteur autoroutier. Il faut donc, d'une manière générale, arriver à mener à la fois la réflexion sur l'évolution du cadre régulatoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pour les autoroutes du XXIe siècle, on va dire, qui commenceront à l'issue des contrats actuels,
et parallèlement, comment on gère d'ores et déjà immédiatement cette question de la transition écologique. Et donc vous avez là en fait deux enjeux qui ne sont pas tout à fait sur la même temporalité, que l'État doit conduire ensemble, il doit penser ensemble. Et il nous semble que pour penser ces deux enjeux, il y a 3 objectifs qui doivent être respectés, atteints si possible. D'abord, faire en sorte que la transition écologique puisse être engagée, je le disais, sans attendre la fin des concessions en cours. Ça me paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Deuxièmement, ne pas remettre en cause, de notre point de vue en tout cas, les échéances des contrats historiques actuels. Évidemment, la tentation pourrait être de dire, eh bien, puisqu'il y a des investissements immédiats à réaliser et que nous avons d'ores et déjà des co-contractants en place, accordons-leur 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus de durée de concession, et comme ça, on leur confiera les investissements à réaliser. Nous pensons que ça n'est pas nécessairement la bonne option et qu'il faut que l'État se réinterroge, je le disais, sur le modèle autoroutier. Et puis, il y a un troisième objectif à atteindre, qui est une forme de symétrie du précédent, qui serait de dire, bon, on a des investissements à réaliser, alors on va essayer de se contraindre sur les investissements pour rester dans le champ temporel des concessions historiques en cours. Donc on reverra plus tard, mais donc on va réduire la voilure sur nos ambitions écologiques dans le secteur autoroutier, histoire que de faire cadrer cette enveloppe d'investissement avec la durée des contrats en cours, ce qui ne nous paraît pas non plus la bonne solution. Il faut donc arriver à déconnecter, si vous voulez, la temporalité de la décarbonation et la fin des contrats historiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous ne sommes pas État concédant, on n'est même pas État stratège, on est État régulateur, et donc on se pose des questions de régulateur économique. Et à travers les questions que nous nous posons, nous avons un certain nombre de diagnostics que nous avons posés sur, au fond, un certain nombre de points positifs ou moins positifs du modèle concessif tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent. D'abord, il ne faut pas oublier que la concession des autoroutes à péage, la loi du 18 avril 1955, c'est celle qui a permis à la France de rattraper le retard qu'elle avait précédemment sur le développement du système autoroutier. Et donc il faut rendre hommage au système de la concession à la française, qui est un système très ancien, hein, qui a plus d'1 siècle, et qui a donné quand même les résultats qu'on connaît aujourd'hui, avec un réseau d'excellente qualité, probablement une des meilleures qualités en Europe, et également largement déployé sur le territoire national. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, on ne peut pas discuter ou contester les atouts de ce modèle. Il reste que ce modèle présente pour nous un certain nombre aujourd'hui de limites qui tiennent au fond moins aux caractéristiques intrinsèques de la concession qu'au nouveau contexte en fait, qu'il convient de prendre en compte. Première limite, au fond, la réflexion sur le transfert des risques. Vous le savez, la concession se caractérise par la notion de risques et périls. Schématiquement, l'autorité publique, État concédant, transfère un contrat, c'est-à-dire la réalisation, la construction, l'exploitation, l'entretien, à un concessionnaire généralement privé, à ses risques et périls, modulo une rémunération adaptée. Autant ce système-là pouvait fonctionner de manière un peu simple, voire simpliste dans les décennies précédentes, autant nous considérons aujourd'hui que l'État serait bien inspiré de revoir clairement, non pas le principe du risque et périls, mais en tout cas la manière dont les risques sont transférés, risque par risque, avec à chaque fois la question de savoir, au fond, qui est le mieux à même de porter le risque endogène, risque exogène, qui porte le risque en particulier d'inflation, c'est l'actualité, qui porte le risque trafic. Et là, si vous voulez, nous invitons l'État à une réflexion, si vous voulez, sur le sujet, une réflexion raisonnée, en considérant que, comme tout acteur économique, les concessionnaires sont averses au risque. Ils n'aiment pas le risque, a fortiori quand il s'agit d'un risque qu'ils ne maîtrisent pas plus que l'État. Les concessionnaires d'autoroutes ne maîtrisent pas plus que l'État le risque d'inflation, et ils facturent à l'État, de manière implicite ou explicite, ce risque qui leur est transféré. Donc, réflexion à mener autour de cette question du transfert de risque et du partage des risques. Deuxième caractéristique qu'il convient d'interroger, c'est la durée des contrats. Les contrats historiques, vous savez que la première génération de contrats de concession autoroutier devait se terminer à la fin des années 80, au début des années 90. Ils ont fait l'objet d'allongements successifs, et donc le poids des avenants dans l'équilibre économique de ces contrats de concession, et évidemment, je parlais des contrats historiques, le poids de ces avenants est devenu très important. De sorte que des contrats qui initialement avaient été passés
ou qui auraient dû être passés sur une procédure concurrentielle, si vous voulez, ont été passés pour la plupart d'entre eux, en tout cas en termes d'équilibre économique, à travers des avenants hors de toute procédure concurrentielle. En tant que régulateur, nous ne manquons pas d'être préoccupés par ce recours aux avenants, puisque chaque fois que l'État négocie avec un concessionnaire dans le cadre d'une procédure d'avenant, par définition, il le fait hors de toute procédure concurrentielle, donc il n'a pas la révélation du marché qui lui permet à lui, l'État, d'avoir des indicateurs sur, au fond, la réalité des coûts des candidats, comme ça peut être le cas en situation de concurrence. Et donc, nous considérons qu'il est important, dans le cadre de la réflexion future, de raccourcir la durée des contrats. Alors, il n'y a pas de règle absolue en la matière. Nous, après les différentes consultations que nous avons menées, nous pensons qu'une vingtaine d'années devrait permettre, au fond, de remplir les 3 objectifs que j'évoquais tout à l'heure, notamment la possibilité d'investir dans la transition écologique en particulier. Même si tout ça, en effet, est une question d'équilibre, il faut donner de la durée suffisante à des concessionnaires pour qu'ils acceptent d'investir et de prendre les risques qui vont avec. Et donc, concessionnaires, ce sont aussi des prêteurs, hein, des banques qui prêtent de l'argent. Donc il faut aussi que la durée permette éventuellement de faire face à des incidents financiers, par exemple, ou techniques durant les travaux et les opérations d'investissement. Et il faut en même temps que cette durée ne soit pas trop longue, précisément pour permettre à l'État régulièrement de revenir, si je puis dire, sur le marché à travers la remise en concurrence des contrats. Et ça suppose évidemment des durées plus courtes. Donc, si vous voulez, la durée plus courte, elle a 2 avantages qui sont le symétrique l'un de l'autre. Le premier, c'est qu'elle permet de revenir plus régulièrement sur le marché, et donc d'avoir la réalité des prix et des coûts à chaque fois. Et deuxièmement, si vous voulez, elle évite la probabilité, en tout cas, elle diminue la probabilité d'avoir des avenants, puisque chaque fois que vous avez un avenant, c'est une négociation qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire que vous avez je dirais, le constat d'une moindre information du côté du concédant que du côté du concessionnaire qui, par définition, fait les prix et les fait hors de toute référence concurrentielle. Et puis, il y a un troisième, si vous voulez, alors, juste un élément, oui, que je veux évoquer à partir de cette question de contrat court. J'évoquais tout à l'heure, en commençant, la question des 2 temporalités. Et je disais, au fond, il faut arriver à déconnecter les 2 temporalités. La question, elle est simple. C'est comment on fait aujourd'hui pour demander aux concessionnaires en place d'investir dans des investissements, dans des opérations de transition écologique très importantes, des investissements qui peut-être s'amortiront sur 20, peut-être plus, 20 ans, c'est-à-dire au-delà de la fin de leur propre contrat. Eh bien, l'outil le plus simple, en tout cas le plus accessible intellectuellement, c'est de dire on demande aux concessionnaires d'aujourd'hui de faire ces investissements sans attendre et de les faire à la hauteur des besoins nécessaires. Et à l'arrivée à l'échéance des contrats en cours, il restera une partie de ces investissements qui n'aura pas été amortie, qui n'aura pas pu être couverte par les péages, puisque les contrats arriveront à échéance. Et à ce moment-là, le concessionnaire sortant aura une créance sur l'État qui lui sera payée ou qui lui serait payée sous forme de soulte, et qui pourrait être une soulte payée, alors soit directement par l'État, soit par le futur exploitant qui reprendrait le relais du précédent. Mais voyez, derrière cette notion de soulte, qui peut paraître un élément un peu technique et un petit peu ésotérique, il y a bien l'idée de déconnecter les 2 temporalités et de dire comment investir tout de suite, le plus vite possible, dans le secteur autoroutier, sans que l'État s'enferme, si vous voulez, dans un face-à-face pour encore 20 ou 30 ans d'un modèle autoroutier qui est probablement aujourd'hui n'est plus adapté à la situation du futur. Et puis j'ai un dernier point, une troisième caractéristique, alors qui est plus technique, sur laquelle je m'étendrai un peu moins, qui est au fond l'encadrement des modifications contractuelles. J'évoquais les limites de la procédure d'avenant et les difficultés qui pouvaient en résulter pour l'État en raison de l'asymétrie d'information. Il existe là aussi, si vous voulez, le contrat de concession est un contrat long. On voit aujourd'hui les limites de l'exercice avec une inflation qui est très, très élevée, j'allais dire à 2 chiffres quand même pas, mais qui est très élevée. Mes collègues ont montré en fait, comment en fait, ces contrats étaient exposés à toute une série d'imprévus, d'impondérables, et dont on voit bien qu'ils ont des effets considérables en termes financiers. Vous voyez bien que, même si le confinement n'est pas un événement courant, on voit bien que le confinement, les évolutions de trafic, des décisions sur la fiscalité, il y a toute une série comme ça, si vous voulez, d'éléments qui sont
souvent imprévisibles, j'allais dire, et par définition, certains imprévus et imprévisibles. Et donc, la question, c'est comment, là encore, avoir de la visibilité pour le concessionnaire sans que l'État s'enferme, là aussi, dans des clauses contractuelles qui seraient tellement figées que, finalement, elle expose le contrat à toute une série de variations erratiques qui peuvent d'ailleurs avoir aussi des répercussions sur le niveau de péage. Et là, si vous voulez, il y a des systèmes, on les connaît dans d'autres secteurs économiques, l'énergie notamment, où régulièrement, par exemple, tous les 5 ans, dans le cadre du contrat de 20 ou 30 ans, tous les 5 ans, si vous voulez, on remet à niveau les paramètres économiques et financiers. C'est-à-dire que quand il arrive sur la première période quinquennale, quand on fait le bilan et qu'on constate qu'effectivement on s'est trompé dans un certain nombre d'hypothèses, eh bien la période quinquennale suivante, si vous voulez, sert à recaler ces hypothèses et donc à limiter l'impact dans le temps, si vous voulez, des effets de paramètres qui auraient bougé et qu'on aurait mal anticipé. Et donc, en remettant, si vous voulez, comme ça, régulièrement à jour les règles de fixation des péages, en tout cas les paramètres et les critères qui servent à fixer les péages, eh bien, vous avez un petit peu les deux avantages. L'avantage d'avoir de la durée, 20 ou 30 ans que j'évoquais, mais aussi la possibilité pour l'État de ne pas, si vous voulez, s'enfermer pendant 20 ou 30 ans dans des clauses de péage qui seraient figées, puisque, comme vous le savez, dans le secteur autoroutier, les contrats fixent des clauses tarifaires qui n'ont pas vocation à bouger pendant la durée du contrat, sauf en cas d'avenant pour éventuellement ajouter un surcroît de tarifs. Voilà. Ce sont des éléments un peu techniques. Je sais que ce n'est pas nécessairement simple à appréhender, même pour nous d'ailleurs, mais l'intérêt de ces réflexions, c'est qu'elle donne à l'État un certain nombre d'éclairages sur lesquels nous pensons que nous avons une valeur ajoutée, que nous pourrions en fait aider l'État concédant. Le message donc que je souhaitais vous faire passer pour terminer, c'est il est temps de se mobiliser, il faut ouvrir les chantiers que j'évoquais et il ne faut pas attendre, ces chantiers qui sont à la fois la fin des contrats actuels et donc et la transition vers un nouveau modèle qui suppose de toute une réflexion à mener, et puis donc la réflexion sur un certain nombre de paramètres, enfin de piliers, si je puis dire, des contrats actuels qui doivent être repensés sur le partage des risques, sur la durée, sur les clauses de fixation des péages, notamment. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous vous proposons maintenant